Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du Acer Liquid E1. Alors, le Acer Liquid E1, c'est un mobile que je vous avais récemment présenté à l'occasion du salon MWC 2013 qui s'est tenu à Barcelone. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo de test, puisque récemment, j'ai aussi eu l'occasion de vous faire une vidéo de déballage, donc de ce fameux mobile, vidéo de déballage au cours de laquelle je vous ai montré cette boîte, le contenu de la boîte et bien évidemment le mobile. Alors aujourd'hui c'est la vidéo de test puisqu'on va s'attarder sur le mobile en lui-même, on va rentrer un peu dans le détail. On va comme d'habitude découper cette vidéo en deux grandes parties. Première partie, c'est une partie qui tourne donc sur le matériel lui-même, les spécifications techniques, donc le hardware. Et puis la deuxième partie, c'est ce qui tourne autour du système d'exploitation, donc le logiciel, les applications, et puis globalement l'usage que l'on peut avoir de ce mobile. Donc ça sera les deux grandes parties que l'on aura dans cette vidéo, classique. Et puis à la fin de cette vidéo, justement, on tirera la conclusion de savoir si oui ou non c'est un mobile que je vous recommande, si oui ou non, donc c'est un mobile que je vous conseille à l'achat. Alors le Acer Liquid E1, pardon, avant de poursuivre dans cette vidéo, juste j'aimerais resituer un petit peu la marque Acer. Alors Acer, c'est une marque qui existe déjà depuis de nombreuses années, pour tout vous dire, en fait c'est une marque qui a déjà été créée depuis plusieurs décennies. Elle a été créée en 1976. C'est une marque qui à l'origine était spécialisée dans l'électronique, qui au fur et à mesure du temps est devenue une marque spécialisée en ordinateur et ordinateur portable. C'était notamment le cas dans les années 90, début 2000. C'est une marque qui surtout a pris beaucoup de poids au niveau international, puisque c'est aujourd'hui le 4e constructeur mondial en termes de PC et PC portable. Et depuis quelques années, voilà, Acer se diversifie et part en tout cas dans la guerre du smartphone. Alors, il y a 3 gammes aujourd'hui chez Acer, dont la fameuse Liquid et dont la fameuse Liquid E. Et aujourd'hui, on a le fameux E1 qui fait partie de la gamme Liquid. Alors tout ça pour vous dire finalement que Acer est une marque qui commence effectivement à nous sortir de bons produits en termes de smartphone. Le Liquid E1, c'est un smartphone qui est un fin d'entrée de gamme, début moyen de gamme, donc on est un peu entre les deux. Et c'est surtout un mobile qui est commercialisé à un prix très agressif, puisqu'on le retrouve aujourd'hui à moins de 200 €, 190 € même, sur la boutique notamment de notre partenaire Material.net, sur laquelle je vous engage justement à vous rendre pour voir ce fameux mobile et éventuellement l'acheter si vous le souhaitiez. Alors quoi qu'il en soit, voilà, on va poursuivre cette vidéo, et donc ça c'était pour vous resituer un petit peu ce qu'est la marque Acer. Donc voilà, une grosse marque, une marque internationale, un gros groupe qui à l'origine est spécialisé en matériel informatique, et qui depuis quelques années se diversifie donc et justement se spécialise également en smartphone. Alors le Acer Liquid E1, comme je vous l'évoquais, c'est un fin d'entrée de gamme, début moyenne gamme. En tout cas, c'est ses performances qui lui permettent d'atteindre le moyen de gamme, et son prix est plutôt encore celui d'un entrée de gamme. Alors la première partie de la vidéo, ça va être une partie donc matérielle, et la première partie de la première partie, c'est l'esthétique même du mobile. Alors, si on regarde le téléphone, eh bien premièrement, on va se rendre compte qu'il est plutôt sympa. Un design un peu original, voilà, qui est un peu voilà, novateur sans vraiment l'être, puisque finalement, on a beaucoup de courbes, on a quelque chose qui reste dans les standards. Mais voilà, il y a des petites touches d'originalité sur ce design qui le rendent plus sympathique et qui lui permettent justement de s'extraire de la grisaille, entre guillemets, de tous ces smartphones qui sont des smartphones entrée de gamme avec écran 4,5 pouces. Alors justement, si on fait le tour du propriétaire, si on regarde un peu le téléphone en détail. Alors sur sa face avant, on retrouve un écran de 4,5 pouces que je viens de vous évoquer, sur lequel je vais aussi revenir d'ici quelques instants, notamment en termes de qualité d'image. On retrouve ici un capteur frontal, donc qui est un capteur frontal pour la visio notamment, qui est un VGA. On retrouve le marquage Acer. Il y a une lettre de notification, mais qui est très discrète, que l'on ne verra pas apparaître ici, mais qui par exemple s'allume en rouge lorsque vous êtes en charge. Donc ça, c'est sur le dessus de l'écran. Sur le dessous de l'écran, on n'a aucune fonctionnalité. Vous aurez remarqué que les touches sont intégrées, enfin les 3 touches, fameuses touches d'habitude sensitive, enfin encore d'habitude en 2012, mais aujourd'hui c'est fini cette habitude, sont intégrées à l'écran. En dessous de l'écran, on remarque bien évidemment ici l'entrée micro primaire pour la conversation. Alors si on regarde un petit peu les détails stylistiques, notamment sur sa face avant, on remarquera que l'écouteur et le haut-parleur sont placés derrière des petites grilles qui sont rouges, alors que le téléphone lui-même est noir. Pour petite information, le téléphone existe en 2 versions, noire et blanche. Personnellement, je vous recommande la version blanche qui est peut-être un peu plus funky, un peu plus fun. Cette version noire est plus classique en termes de coloris, mais alors par contre, comme je vous l'évoquais, le design est un peu plus, on va dire, original. Donc ça, c'était pour sa face avant. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve qu'un connecteur micro USB qui sert donc à la charge et à la synchronisation. On remarque effectivement plusieurs effets, notamment en termes d'angle. Là, on n'a pas un téléphone qui est totalement arrondi, mais voilà, on a des formes qui sont plutôt rondes, plutôt douces. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5, une fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques secondes, et un bouton en off qui lui aussi est rouge. Sur le côté droit du mobile, on retrouve un bouton de contrôle de volume qui, lui, pour le coup, n'est pas rouge, mais légèrement chromé, légèrement brillant. Donc c'est le bouton de contrôle de volume
plus moins. Donc vous aurez remarqué que le plus est symbolisé par deux petits boutons et le moins par un seul petit bouton. Ça doit être, je pense, aussi une manière d'améliorer l'accessibilité de ce mobile. Sur le bas du mobile, absolument aucune fonctionnalité, rien du tout. Et à l'arrière du mobile, alors c'est là aussi où on retrouve quelques petites originalités. Alors l'arrière du mobile est dans un plastique un peu caoutchouté. D'ailleurs, c'est tout le tour du téléphone qui est dans ce même matériau. C'est très doux au toucher. Et surtout, ça a le grand avantage de rendre le téléphone antidérapant. En tout cas, c'est un matériau qui rend le téléphone voilà, moins dérapant que si c'était du plastique brut lisse. Donc effectivement, on a un matériau très doux au toucher qui rend d'ailleurs l'utilisation du téléphone très agréable. Alors on retrouve ici, vous l'aurez remarqué, deux petites grilles. Ce ne sont ni plus ni moins que deux petits haut-parleurs, comme j'avais eu l'occasion de vous le mentionner notamment lors de la vidéo de preview. Ce sont deux petits haut-parleurs qui vous permettent donc d'avoir un son stéréo, avec une option supplémentaire qui est le DTS, donc, dont on trouve le marquage ici, vous le voyez. On retrouve aussi un marquage Acer, et puis surtout on retrouve ici un capteur photo avec son flash LED, un capteur photo qui fait 5 mégapixels. Autre détail, on retrouve ici un micro secondaire qui est destiné justement à diminuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation. Qualité de conversation d'ailleurs qui est tout à fait bonne, mais là je suis en train d'accélérer un petit peu sur la vidéo, mais en tout cas voilà, la qualité de conversation, la qualité téléphonique est tout à fait satisfaisante. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire, donc un téléphone qui présente bien, qui a plusieurs particularités stylistiques, notamment les matériaux qui sont utilisés, les formes, l'arrière un petit peu texturé qui évite notamment au téléphone de glisser. Un téléphone très agréable à utiliser, doté de bonnes dimensions justement, qui sont liées notamment, ces dimensions elles sont liées notamment voilà, à son écran qui ne fait que 4,5 pouces. Alors je dis qu'il ne fait que, ça n'est pas une manière de minorer l'écran et de le rendre moins attractif, c'est simplement lié au fait qu'en 2013 on voit une abondance d'écrans 5 pouces et plus arriver sur le marché, ce qui rend finalement les téléphones de moins de 5 pouces presque compacts à la longue. Alors qu'il y a encore quelques années, on trouvait qu'un téléphone avec un bel écran, c'était un téléphone qui avait un écran 3,5 pouces. Bon, ouais, les choses changent, et aujourd'hui, un écran de 4,5 pouces, eh bien, c'est presque la norme, c'est presque compact finalement. Alors justement, je vous dis que le téléphone a des bonnes dimensions et qu'il tient parfaitement en main. Alors je vais rentrer dans le détail. Ce téléphone fait précisément 13,2 cm de haut, il fait 6,8 cm de large et il fait 1 cm d'épaisseur. Voilà, alors si je le confronte à notamment un Nexus 4, qui est donc ma nouvelle échelle de référence comme vous le savez, on est à peu de choses près dans le même encombrement, sachant que le Nexus 4 vaut quand même 100 à 150 € plus cher et qu'il a un écran de 4,7 pouces. Voilà, on n'est pas sur les mêmes ordres de prix, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'encombrement, on est effectivement sensiblement sur le même encombrement qu'un Nexus 4. Voilà. Donc ça qui est, vous le savez, ma nouvelle échelle de référence et qui d'ailleurs pour le coup est mon mobile personnel. Alors, pour en revenir justement à ce fameux téléphone, autre détail concernant notamment son poids, il ne pèse que 130 grammes. Ça fait de ce téléphone finalement un téléphone qui reste dans la bonne moyenne en termes de poids. Et ça, c'est lié à quoi? Finalement, c'est lié à son châssis qui est totalement en plastique, même si c'est du plastique caoutchouté, un peu revêtu. Finalement, on est sur quelque chose qui est voilà, très léger. Alors, je vous avais dit que j'allais enlever le cache batterie, justement, et bien c'est pour vous permettre d'accéder à l'arrière du mobile et voir l'intérieur de ce mobile. Alors, pour le coup, il y a trois petites choses à remarquer. Notamment, premièrement, c'est sa batterie, une 1760 mAh. On reviendra sur cet aspect-là et on reparlera notamment de ça, notamment lorsqu'on parlera de l'autonomie à la fin de la vidéo. On retrouve ici trois autres slots. Alors, précisément un slot pour la micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire et deux slots ici qui sont pour les deux cartes SIM, puisque le mobile qui est testé aujourd'hui est une version duo. C'est comme ça que ça s'appelle chez Acer, pardon. C'est la version duo. Alors, apparemment, il existe deux versions de ce téléphone. La version Liquid E1 duo, donc c'est celle que je teste aujourd'hui, la version Liquid E1 tout court, qui elle n'a pas de carte SIM mais un seul emplacement. Donc là pour le coup effectivement on a deux emplacements carte SIM, et puis les amateurs et les lecteurs habituels auront reconnu effectivement que j'utilise les deux cartes SIM Pritel qui sont systématiquement utilisées pour le test. D'ailleurs je remercie une fois de plus Pritel de nous prêter justement ces services téléphoniques, en tout cas ces cartes SIM pour tester les fameux mobiles et donc vous proposer voilà, des tests complets. Alors, ça c'était effectivement pour vous montrer que ce téléphone est doté de deux cartes SIM. Donc il s'agit bien de la version duo du mobile, il s'agit bien de la version duo du Liquid E1. Alors, petite particularité sur le design sur laquelle j'ai envie de revenir. Alors, je vais parler de la dalle d'ici quelques instants, mais surtout son dos. Son dos est est plutôt rigide, à une exception près, c'est-à-dire lorsque j'appuie dessus assez fortement sur l'arrière à ce point-là. En fait, on a un petit peu le symptôme S3 pardon, qui apparaît ici, c'est-à-dire un léger enfoncement du cache arrière, et ce dernier en fait s'enfonce tout simplement au centre du cache arrière parce que derrière la batterie a un tout petit jeu. En fait il y a un petit millimètre de rien du tout, même moins, entre la batterie et le cache batterie, ce qui fait que lorsque vous appuyez
assez fortement sur l'arrière du mobile, vous avez une sensation d'enfoncement. Mais enfin, dans l'absolu, lorsque vous utilisez votre mobile, en général, vous n'appuyez pas comme ça sur l'arrière du mobile. Donc vous ne vous en rendrez probablement pas compte. Voilà, mais c'était juste effectivement pour évoquer la mollesse éventuelle de ce cache batterie. C'est pas un problème extrêmement important en soi, surtout sur un mobile que je vais requalifier de moyen de gamme, entrée de gamme. Voilà. Donc ça, c'était pour l'esthétique du mobile. Alors maintenant, nous allons aborder les aspects qui sont l'écran et notamment le son de ce mobile et aussi la dalle tactile. Alors l'écran, je vous l'ai évoqué, c'est un écran qui fait 4,5 pouces de diagonale. C'est un écran qui est doté d'une résolution QHD. Alors c'est un Quarter HD en anglais ou encore quart de HD en français, donc QHD. Alors la petite particularité, c'est que le constructeur qui est Acer donc s'enorgueillit notamment d'une image HD sur son site internet. Je spécifie bien la chose, non, cet écran n'est pas un HD, c'est un QHD. Pour être précis, la HD, on peut dire d'un écran qu'il est HD lorsque son plus petit côté a une résolution de 720 pixels, donc c'est à partir de 720 pixels minimum de côté, on arrive effectivement au statut de la HD, et à 1080p, on est au statut de la Full HD, donc c'est-à-dire la meilleure HD qui existe aujourd'hui. Là, pour le coup, on est sur un QHD, et en termes de résolution, ça veut dire précisément qu'on est sur un écran qui fait 960 pixels par 540 pixels. Donc non, on n'est pas sur de la HD, on est malgré tout sur un écran de bonne qualité, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants avec une vidéo YouTube, mais non, on n'a pas accès à la HD, on a accès par contre à une image satisfaisante. Alors justement, si je vous montre un petit screen test qui va vous donner une petite idée justement de la qualité d'image. Alors screen test, c'est une petite application qui permet notamment à la base de tester les pixels morts sur un écran. Bon, là pour le coup, j'ai un peu détourné l'utilisation de cette application pour vous montrer la capacité de cet écran à avoir une bonne luminosité, un bon contraste et une bonne gestion des couleurs. Alors en termes de luminosité, très bien, rien à redire, on a effectivement un écran qui est lumineux, en plus avec une gestion automatique de la lumière, avec une gestion que l'on peut aussi débrayer, entre guillemets, que l'on peut gérer soi-même à la main. Donc la luminosité est bonne. Le contraste, lui, est soumis à ce classique problème des écrans LCD, à savoir des néons sur le pourtour de l'écran qui sont là justement pour donner la lumière et qui donnent une sorte d'effet lumineux, haloté, un petit halo lumineux lorsque l'on regarde une image très sombre. Est-ce que c'est très grave en soi? Non, puisque généralement on n'a pas l'écran complètement éteint, on ne regarde pas son mobile de cette manière-là. Donc finalement, c'est pas très grave. En termes de contraste, on n'est pas trop mauvais. En termes de gestion des couleurs, on est plutôt satisfaisant, même si je trouve les couleurs un peu flashy. Bon, mais voilà, quelque chose qui pourrait probablement se calibrer éventuellement avec une application. Voilà. Donc, en termes de qualité d'image, on est sur quelque chose de satisfaisant, ce que je vous ai montré donc avec l'application qui s'appelle Screen Test, et que je vais vous montrer d'ici quelques instants avec une vidéo YouTube HD, ou bien même encore un film. Donc ça, c'était pour l'écran. Alors, en termes de densité de pixels, tout ça pour vous dire aussi qu'on a un écran qui a 245 ppi, donc 200, ce que l'on appelle les ppi, c'est les fameux pixels per inch, ou encore pixels par pouce. 245, ça nous donne un bon score. Voilà, c'est tout à fait sympathique. C'est en dessous des 300 ppi que l'on a, dont on a besoin justement pour avoir une densité de pixels telle que l'on n'arrive pas à les distinguer à l'œil nu. Enfin, pour le coup, voilà, vous l'aurez remarqué, avant de voir les pixels, il faut sacrément que je zoome dans l'écran, et encore, il faut vraiment que j'arrive très très loin. Voilà. Donc on a une bonne densité de pixels, c'est pas trop le problème. Donc ça, c'était pour l'écran. Pour la dalle tactile, alors la dalle tactile, il s'agit d'une dalle tactile capacitive, donc c'est la meilleure des technologies grand public aujourd'hui, par opposition notamment au tactile résistif, qui est une technologie aujourd'hui un petit peu, on va dire, obsolète, pour être poli. Donc on est sur un tactile capacitif, qui n'a montré aucun signe de lag lors de mon utilisation. Voilà, c'est réactif, ça marche bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Un bon tactile capacitif. Alors comme tous les tactiles capacitifs, cet écran, enfin plus précisément cette dalle s'appuie sur une vitre, donc on est bien doté d'une vitre. Une vitre qui manifeste une rigidité convenable. Alors je dis convenable parce que lorsque j'appuie à l'excès sur l'écran, j'arrive légèrement à déformer, vous le voyez, un petit peu l'écran qui est derrière. Donc lorsque j'appuie à fond sur la dalle va s'écraser un petit peu et impacter l'écran qui est derrière. Bon, dans l'absolu, faut vraiment aller très très fort sur la dalle pour réussir à enfoncer l'écran. Faut vraiment forcer, mais comme une brute. Hein. Donc non, on est sur une dalle qui manifeste une bonne rigidité. Voilà, c'est pas une Corning Gorilla pour le coup, c'est pas une Gorilla Glass, donc elle n'est pas traitée anti-rayures anti-casse, mais elle a une bonne rigidité, ce qui laisse présager voilà, d'une bonne résistance éventuellement au choc. Quant à la rayure, malheureusement, de toute façon on le sait très bien, les écrans, quels qu'ils soient, même les Gorilla Glass, arrivent à se rayer un jour. Tout est question de temps en fait, et question de résistance, enfin question de matériaux que vous allez utiliser. Est-ce que c'est une paire de clés que vous allez utiliser pour rayer votre écran? Est-ce que ça va être le bitume, etc. Quoi qu'il arrive, un jour votre écran se rayera, même un Gorilla Glass. Voilà, donc ça c'était pour la dalle, c'était pour l'écran. Maintenant en termes de son.
Alors le son, vous le savez, sur un smartphone, il est véhiculé par de trois manières. Il est véhiculé par l'écouteur que vous allez utiliser lorsque vous êtes en conversation téléphonique. Il est véhiculé notamment par le jack que vous pouvez utiliser avec un kit piéton ou ne serait-ce que pour écouter donc soit en mode conversationnel, soit de la musique, voilà la raison. Et par le haut-parleur. Alors là, pour le coup, les haut-parleurs, on en a deux. Donc je vais revenir aussi sur cette notion. Alors la qualité du son qui est procurée par l'écouteur principal lorsque vous êtes en mode conversationnel, tout à fait bonne. Pas de problème. Le son a peut-être l'air un tout petit peu étouffé, comme si votre interlocuteur parlait à travers un oreiller. Enfin bon, on a cette impression-là un petit peu d'étouffement. Mais dans l'absolu, ça marche très bien. On a une qualité de son qui est tout à fait correcte. On arrive parfaitement à comprendre son interlocuteur, pour peu que bien évidemment on soit dans une zone qui capte bien aussi et qui ne déforme pas le signal. Donc ça c'est un bon point. Rien à redire là-dessus. Le jack 3.5, rien à redire là-dessus, ça fonctionne parfaitement. Surtout, et c'est comme pour le haut-parleur arrière, que l'on a cette fameuse option DTS qui permet de régler le son. Et alors, en mode stéréo, donc ce fameux mode stéréo que l'on a derrière, on a aussi une qualité de son convenable. Alors ne vous attendez pas aussi à une chaîne hi-fi, quoi. On n'est pas sur la qualité de son d'une chaîne hi-fi, hein. On a des toutes petites enceintes, ici on a deux petits haut-parleurs. Bon, ça permet d'avoir un son stéréo. L'option DTS permet aussi d'avoir accès à un certain nombre de réglages sur ce son et de moduler par exemple les aigus et les basses. Donc c'est un bon point sur lequel je vais revenir aussi d'ici quelques instants. Mais ne vous attendez pas voilà, à la qualité de son d'une chaîne hi-fi. Ça n'est absolument pas le cas ici. On est sur un son sympathique, de meilleure qualité que si effectivement il n'y avait qu'un haut-parleur, ce qui est le cas de nombreux constructeurs. Mais on est très loin par exemple d'une chaîne hi-fi et on est encore très loin par exemple du boom sound d'un HTC One. On est malgré tout sur un son sympathique. Alors justement, je vais me permettre de vous faire écouter un peu de son. Je vais lancer une petite vidéo. Pour le coup, alors je vais lancer une petite vidéo non pas en allant sur le Play Store, mais bien évidemment sur YouTube. Alors, une petite vidéo qui va être une vidéo promotionnelle, en espérant que le Wi-Fi que j'utilise aujourd'hui soit encore de bonne qualité. Voilà. Donc je vais passer en mode accéléromètre, enfin en utilisant l'accéléromètre, donc je passe donc du mode paysage au mode portrait. Et donc le son qui est procuré, donc celui qui vient des haut-parleurs arrière. Alors vous l'aurez remarqué, comme ils sont situés à l'arrière du mobile, quand je tiens le mobile normalement comme ça, forcément le son est étouffé, enfin en tout cas on a l'impression qu'il est étouffé, parce qu'ils viennent derrière. Encore pire lorsque je pose le téléphone sur une table, où le son devient déformé. On a même presque l'impression qu'il résonne à l'intérieur de la carrosserie du mobile. Ce qui peut à l'arrière peut-être servir de booster de basse. Bon. Donc en fait, lorsque vous tenez votre mobile comme ça, tout va bien, et vous avez un son qui est donné par l'arrière et un peu étouffé. Alors je vais accélérer un peu dans la vidéo pour vous donner quelque chose d'un peu plus punchy aussi, pour vous donner une qualité d'image un peu plus sympa. Toujours en espérant que mon Wi-Fi marche. Alors le son, vous l'aurez remarqué, pulse pas mal, hein. C'est costaud quand même. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer la qualité d'image et le son qui est procuré donc par ces deux haut-parleurs. Alors je voulais évoquer, effectivement, on a accès aussi à un paramètre DTS qui permet de moduler les aigus, les basses et même d'avoir accès à un certain nombre de pré-réglages, ce qui peut être sympathique. Alors justement, je vais rentrer dans les paramètres du mobile. Juste le temps pour moi de retrouver l'icône, voilà, paramètres. Et vous allez remarquer que dans les paramètres, j'ai une option qui s'appelle DTS Sound. Alors dans DTS Sound, je peux activer ou désactiver cette option. C'est un peu comme le Boom Sound finalement, le Beats Audio d'un HTC. Et je peux régler les aigus. Donc je peux choisir de moduler les aigus, je peux choisir de faire la même chose sur les basses. Je peux aussi parfaitement décider d'avoir un équaliseur pour les aspects musicaux, c'est la musique, donc le lecteur MP3 avec un pré-réglage classique. Danse, jazz, pop, rock, neutre, hip-hop, folk. Et je peux faire exactement la même chose pour les vidéos. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en fait j'ai un petit équaliseur qui me permet de moduler un peu le son. C'est ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs à titre personnel, j'avais modulé le son en mettant un peu plus de basse parce que j'aime bien un peu les sons un peu plus ronds, un peu plus forts. Et c'est ce que vous pouvez faire notamment avec cette fameuse option DTS. Alors si je lance un petit lecteur MP3, pour vous permettre aussi d'avoir une petite idée du son, mais sur un titre musical tout court. Là pour le coup les réglages sont ceux de base, hein. Je n'ai absolument rien modifié. Voilà. Donc ça c'était effectivement pour vous montrer la qualité d'écoute que l'on peut avoir avec ces fameux deux haut-parleurs et donc ce son DTS, cette fameuse option.
Donc globalement, on est sur une bonne qualité de son, en tout cas pour un smartphone, et surtout un smartphone, je le rappelle, à moins de 200 €, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait convaincant. Alors en termes de performance maintenant, c'est l'autre aspect justement d'une analyse de matériel. Vous le savez, lorsque je veux benchmarker un téléphone par rapport à un autre, sur l'angle de la vélocité, donc des performances brutes, eh bien j'utilise deux applications. La première est AnTuTu, c'est AnTuTu Benchmark. Alors j'espère que je n'aurai pas relancé la totalité du test, non, tout va bien, et donc on obtient un score de 6652 points, donc un peu plus de 6600 points. Donc en gros, tout ça pour vous dire effectivement que AnTuTu Benchmark détecte ce téléphone comme étant un moyen de gamme satisfaisant, un moyen de gamme avec des performances dignes d'un moyen de gamme 2012. Voilà, donc en 2013, effectivement, on va sûrement voir arriver des mobiles de plus en plus puissants, y compris dans les moyennes de gamme. D'ailleurs, ça a déjà commencé, mais on est sur un score qui est tout à fait raisonnable et qui, pour tout vous dire, symbolise un téléphone capable de faire tourner des jeux 3D, des applications gourmandes, etc. Quadrant, que nous dit Quadrant? Alors, Quadrant nous dit... Alors, est-ce que je vais être obligé de relancer le benchmark? Et oui, malheureusement, alors, n'hésitez pas à accélérer dans la vidéo avec la petite barre de navigation YouTube, hein, tout simplement. Alors là, je suis en train de relancer la totalité du test Quadrant. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à accélérer. Quoi qu'il en soit, si vous ne voulez pas accélérer, ça me permet notamment de vous dire un petit peu ce qu'il en est justement des performances et pourquoi ce téléphone est doté de bonnes performances. Alors c'est pas des performances, c'est pas tonitruant comme résultat, mais c'est largement acceptable et ça fait tourner largement les jeux 3D et les applications gourmandes. Donc en gros, on a un processeur sur ce téléphone qui est un processeur double cœur 1 GHz. C'est peut-être un peu le point faible de ce mobile, puisque pour le reste, en fait, on n'est pas trop mal doté. Donc c'est un type ARM V7. Le processeur graphique est un PowerVR SGX 531, bon, quelque chose qui parlera aux connaisseurs. Et enfin, la mémoire vive est fournie de manière quantitative, puisqu'on a 1 Go de mémoire vive. Ça, c'est un bon point, puisque sur les entrées de gamme et moyennes de gamme, en général, on arrive encore à avoir du 512 MO. Et 512 MO, ça permet de pas trop bien gérer le multitâche, et ça permet de pas trop bien gérer les applications gourmandes. Là, pour le coup, on a 1 gigaoctet de mémoire vive, donc de RAM. Eh bien, c'est tout à fait satisfaisant. Voilà. Donc, en termes de performance, on a un triptyque entre CPU, GPU et RAM qui sont tout à fait satisfaisants, encore plus sur un mobile qui est proposé à ce prix-là. Bon, alors là, je vais laisser finir le fameux test Quadrant, donc on a des petites animations, donc tout ça c'est fait pour tester justement l'écran et le nombre d'images affichées par seconde. Alors le score qui est obtenu est ici donc de 2859 points. Bon, à vrai dire, tout à l'heure j'avais un score de 2900 et des poussières. Donc on est toujours dans les alentours de 2900. Your device, donc apparemment il semble que donc ce téléphone soit plus puissant que la Motorola Atrix 4G, qui était un haut de gamme et qui était un haut de gamme fin 2011 début 2012. On est plus puissant qu'une Samsung Galaxy Tab 10.1. Bon, ça c'est pas forcément un très très bel exemple. Et on est plus puissant qu'un Samsung Galaxy Nexus, donc à savoir le Nexus 3. Voilà, donc on est vraiment sur un mobile qui on aurait montré à des hauts de gamme en 2011, mais qui reste voilà, un moyen de gamme, et c'est l'air du temps, vous le savez, hein, la technologie évolue, et forcément les mobiles sont de plus en plus puissants. On est donc sur un mobile qui est un parfait moyen de gamme, sur l'année 2012 et donc le début 2013. Donc ça c'était pour le score. Voilà, donc tout ça pour dire effectivement qu'on est sur un mobile qui fait tout tourner, jeux et applications, comme on va le voir tout à l'heure lorsque je parlerai du système d'exploitation et des applications. L'Acer Liquid E1, alors maintenant pour parler de la mémoire, donc c'est aussi, et ça va être mon principal tacle sur ce mobile que je trouve jusqu'à maintenant très bon, vous l'aurez remarqué. Alors, lorsque je rentre dans les paramètres du mobile, je vais constater quelque chose. Je vais constater notamment que dans le stockage du mobile, j'ai trois aspects de stockage. Le mobile est divisé, donc la mémoire interne du mobile est divisée en deux. J'ai un stockage interne et un espace supplémentaire de stockage du téléphone qui est presque considéré par le téléphone comme une micro SD. Et je peux ajouter une carte SD. Alors tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a un intérêt à ce que je vous évoque, hein, effectivement, que le téléphone croit qu'il a une mémoire de stockage supplémentaire de format SD. Donc en fait, le téléphone là, tel qu'il est configuré maintenant, il croit qu'il a deux micro SD. Et c'est important justement de le signifier. Alors, pour tout vous dire, ce téléphone de base a une mémoire de stockage de 4 Go. 4. Donc il y a 4 Go de mémoire exploitable sur ce téléphone en mémoire interne. Donc cette mémoire interne est divisée dans une mémoire qui sert à stocker les jeux, les applications, mais surtout à la base les vidéos et les MP3, et puis une autre mémoire qui est considérée comme une micro SD, qui est considérée comme une mémoire SD, et qui permet de stocker notamment d'autres petits jeux, d'autres applications. Alors en fait, en gros, votre mémoire votre mémoire interne est en deux partitions, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique.
Donc, bon, effectivement 4 Go c'est faible, ce qui veut dire en fait, et je veux dire tout simplement par là que 4 Go c'est faible, et donc vous avez un emplacement micro SD que je vous ai montré tout à l'heure qui est à l'arrière du téléphone, sous le cache batterie, au-dessus de la batterie, et qui vous permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. Ça n'est pas bête justement que d'ajouter de la mémoire sur un téléphone comme ça, parce que ça vous permet d'ajouter des MP3 en plus, des films en plus, et 4 Go effectivement c'est faible, donc vous aurez vite fait de la saturer, donc il y a de quoi partir, il y a de quoi utiliser son téléphone à la base, lorsque vous le recevez, vous l'allumez, vous téléchargez vos premières applis, tant mieux, vous pouvez vous en servir directement, mais à terme, moi je vous conseille effectivement d'acheter une micro SD, sachant qu'une carte micro SD de 32 Go aujourd'hui, ça vaut une trentaine d'euros, notamment sur, je le répète, sur le site de notre partenaire matériel.net. Voilà, je vous engage effectivement à acheter cette micro SD si vous preniez ce téléphone. Maintenant, petite particularité, pourquoi je vous évoque que c'est un problème justement d'avoir des partitions et pourquoi je vous évoque que ce téléphone a un comportement un peu particulier, c'est tout simplement que lorsque je veux télécharger une application, notamment sur un mobile Android, normalement, je devrais être capable de pouvoir télécharger mon application et si la mémoire interne du téléphone est trop faible, de basculer mon application ou mon jeu sur la mémoire micro SD. Ça, c'est le comportement normal d'un téléphone sous Android. Et bien pour le coup, ce téléphone, je le pense, je l'ai vérifié, ne permet pas, lorsque la mémoire interne est saturée, de basculer sur votre carte micro SD que vous auriez rajoutée. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai voulu installer plusieurs jeux, donc j'ai installé Wild Blood par exemple, mais j'ai voulu installer Asphalt 7, qui est un jeu qui prend plus d'1,6 Go en mémoire. La mémoire interne du téléphone est trop faible, donc j'ai voulu l'installer sur la micro SD, et bien ça ne marche pas. Et alors je pense que ça ne marche pas tout simplement parce que le téléphone croit qu'il en a deux des micro SD, et il ne va pas taper sur la bonne, il va taper sur la virtuelle, celle qu'il pense avoir comme carte micro SD numéro 1, alors que ça n'est qu'une partition de son disque, en gros, de sa mémoire. Donc voilà, c'est le défaut aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez saturé votre mémoire de stockage principale, donc les 4 fameux gigas, et que vous avez envie de télécharger des applications et des jeux supplémentaires, eh bien vous ne pourrez pas. Alors je pense que c'est un bug qui va être corrigé dans les mois à venir, notamment avec une mise à jour de ce mobile. Enfin pour le coup, pour le moment, eh bien vous devrez vous satisfaire, pour installer vos applications et vos jeux de base, vous devrez vous satisfaire des 4 gigas de mémoire interne. Et utiliser votre micro SD pour les vidéos et les MP3 seulement. Et effectivement tous les autres fichiers que vous pourriez avoir, type e-books. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de la micro SD et qui est forcément mon gros tacle sur ce téléphone. En termes de connectivité, alors voilà, ça c'est un point fort de ce téléphone, parce que j'ai beau tacler là où il faut, je peux aussi dire que le téléphone est bon sur d'autres aspects. Alors le téléphone est doté du Wi-Fi, il est doté du Bluetooth, il est doté du HGPS, donc vous avez une puce GPS dotée aussi de sa version mobile, on va dire, en tout cas qui vous permet d'avoir une précision accrue. Vous avez du micro USB, vous avez du micro SD. Il s'agit d'un téléphone qui est un quadriband 3G. Donc tout ça me permet de vous dire que finalement on est sur un téléphone qui a une très bonne connectivité, d'autant plus pour un moyen de gamme vendu à 200 €, je le rappelle toujours. Et on est sur un téléphone qui, certes, n'est pas 4G, certes, n'est pas NFC, mais je le rappelle, ce téléphone vaut moins de 200 €. De la NFC et de la 4G, ça commence sur des mobiles à 300 € et plus, notamment la 4G, c'est plutôt pour des mobiles à 400 € et plus. Donc voilà, effectivement, il faut savoir ce que l'on veut, soit un mobile à bon prix, soit un mobile très complet, mais qui forcément va vous coûter plus cher. Sachant que la 4G n'est pas aujourd'hui, on n'a pas une couverture nationale en 4G qui est hyper répandue, hyper large, donc forcément je pense qu'on peut largement attendre encore 2 ans avant d'avoir une vraie jouissance de la 4G en France. Et pour la NFC, c'est aussi moi quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je l'utilise notamment avec mon Nexus 4, mais est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu dans l'usage auprès des utilisateurs? Je ne pense pas. Donc forcément, ce sont deux normes qui, à la rigueur, si elles ne sont pas présentes dans un mobile, ne posent pas vraiment problème dans l'utilisation quotidienne, en tout cas, à mon sens, ne posent d'ailleurs aucun problème dans l'utilisation quotidienne. Alors la véritable force de ce mobile, outre ces aspects de connectivité que je viens de vous évoquer, c'est notamment qu'il s'agit d'un mobile double SIM. Alors ça vous l'aurez peut-être remarqué lorsque je vous ai montré, mais lorsque je vous le remontre ici, les deux accroches réseau, parce que oui, vous avez deux accroches réseau. Et notamment, vous l'aurez remarqué, j'ai deux cartes SIM, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure lorsque j'ai retiré le cache batterie, il y a bien Pritel et Pritel, j'ai deux cartes SIM. Alors deux cartes SIM dont les droits peuvent être totalement paramétrables. Première chose, j'insiste, puisque c'est une question qu'on me pose souvent, j'insiste sur le fait que ce téléphone a beau être un double SIM, il peut parfaitement être utilisé avec une seule carte SIM. Donc ça c'est la première chose. Ne soyez pas effrayés si vous n'avez qu'une seule carte SIM et que vous utilisez ce téléphone ou que vous vouliez l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de prendre un deuxième forfait ou une deuxième carte prépayée. Vous pouvez très bien en utiliser une seule, mais si vous en utilisez deux, vous avez la jouissance absolue du mobile, donc c'est-à-dire toutes les fonctionnalités. Alors la double SIM elle est très intéressante puisque premièrement vous pouvez personnaliser l'esthétique de son affichage, donc à savoir les couleurs, le nom et comment les numéros saisis et les numéros appelés sont symbolisés par ces cartes SIM. Enfin, tout ça pour vous dire en fait que effectivement visuellement ça ressort très nettement.
On a aussi la possibilité de décider lorsque l'on émet un appel vocal, que ce soit la carte SIM numéro 1 ou 2, ou que l'on nous demande toujours, qui appelle. Moi, je ne suis pas très clair, je m'en rends compte, mais en gros, lorsque vous émettez un appel, vous pouvez décider en automatique que ce sera toujours la carte SIM 1 ou la 2, ou alors que le téléphone vous pose la question systématiquement lorsque vous émettez l'appel. Pour la SMS, c'est exactement la même chose, soit la 1, soit la 2, soit on vous posera toujours la question. Pour la connexion aux données, c'est soit la carte SIM 1, soit la carte SIM 2, soit vous décidez de couper les données cellulaires. Et pour les services 3G, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, et vous pouvez aussi décider de l'itinérance, et vous pouvez aussi décider d'affecter un contact que vous auriez mis en mémoire à l'une ou l'autre des cartes SIM. Donc en termes de connectivité, on est très bien doté, et surtout en termes de gestion des cartes SIM, eh bien c'est sympathique, et surtout on a donc une gestion de double SIM agréable, d'autant plus que, alors il s'agit de la gestion double SIM Android de base, hein. Acer n'a rien fait sur cette fonctionnalité, et d'autant plus, donc je me permets cette parenthèse, que l'accroche réseau est bonne. On est vraiment sur le haut du panier en termes d'accroche réseau, toute catégorie confondue, hein. Ça n'est pas, voilà, je ne me permets pas de benchmarker ce téléphone par rapport aux entrées de gamme sur cette notion d'accroche réseau, c'est qu'elle est vraiment très bonne, y compris en comparaison de haut de gamme. Donc on est vraiment sur quelque chose de très sympathique. Alors, autre fonctionnalité lorsque l'on émet des appels sur lesquels j'ai envie de revenir puisqu'on est toujours dans l'aspect connectivité, c'est la capacité de ce téléphone à gérer un petit widget qui pour le coup est spécialement créé par Acer et qui s'appelle, alors je vais retrouver le nom exact de la fonctionnalité, qui s'appelle le Float Caller. Alors pour tout vous dire en français, en gros, c'est une petite fenêtre, une sorte de widget, de pop-up que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre en sur... c'est un pop-up hein, sur les fenêtres que vous utilisez de base. Bon, je m'explique peut-être pas très clairement, mais en tout cas je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. C'est que je peux très bien décider d'émettre un appel. Alors pour le coup je vais essayer de ne pas me planter. Donc oui, j'ai envie d'émettre un appel. Voilà. Je décide d'émettre l'appel, vous le voyez avec la carte SIM Pritel, ou une ou deux, parce que c'est ce que j'ai demandé, hein, qu'on me pose toujours la question lorsque j'émets l'appel. Voilà. Donc là, j'émets un appel. Je vais décider de passer avec ma petite fenêtre en surbrillance. Et là, pour le coup, par exemple, c'est la même chose lorsque je reçois un appel, je peux très bien ouvrir une autre fenêtre derrière. Vous voyez? Donc on a vraiment cet aspect petit widget qui se balade, donc petit pop-up qui me permet de gérer les appels, et qui derrière me permet quand même d'afficher de l'information. Alors c'est gadget, c'est gizmo, mais voilà, c'est mignonnet, c'est une bonne petite fonction marrante de la part justement de nos amis d'Acer. Alors autre chose, vous l'avez vu, j'ai reçu un SMS, c'est aussi pour moi l'occasion de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors c'est vraiment le look Android, hein, et chez Android, on est sur une conversation, enfin en tout cas on est sur un affichage des SMS affiché sous mode conversationnel. Autre détail, ça me permet aussi de vous montrer comment sont symbolisés les SMS qui sont reçus. Et bien par exemple là j'ai du Pritel numéro 1, qui me permet justement, voilà, pardon, la petite information Pritel numéro 1 me permet par exemple de savoir que ce SMS a été reçu avec ma première carte SIM. J'aurais pu très bien avoir un deuxième SMS, enfin un autre SMS avec un code couleur qui serait par exemple orange, puisque c'est ça ce que j'ai défini, et qui me mettrait Pritel numéro 2, parce que j'ai défini Pritel numéro 2 comme appel, enfin comme nom, pardon, sur ma carte SIM. Voilà, donc tout ça pour vous dire effectivement que la visualisation des appels émis reçus et des SMS émis reçus, et idem pour les MMS, est vraiment bien distinguée par carte SIM. D'ailleurs, vous le voyez, c'est la même chose sur les numéros qui sont en mémoire. J'ai en bleu mes numéros de carte SIM Pritel numéro 1, et j'ai en orange mes numéros de carte SIM Pritel numéro 2. Voilà, donc c'est très visible. Voilà, et c'est la gestion de base Android sur les doubles SIM, donc très bonne gestion qui n'a pas eu besoin d'être customisée, notamment par Pritel. Donc ça marche très très bien. Donc ça c'était pour la connectivité. Donc on a fait le tour du téléphone sous l'angle du matériel. Maintenant on va faire le tour du téléphone sous l'angle du logiciel. Alors le logiciel, je l'ai évoqué, c'est un Android. Alors vous l'aurez remarqué de toute façon, les connaisseurs le remarquent instantanément, c'est notamment au niveau des applications quelque chose qui ressort. Alors on est sur un Android 4.1.1 pour être précis, donc on n'est pas sur le 4.1.2 qui est la toute dernière version, voire le 4.2.2 que l'on retrouve notamment sur le fameux Nexus, pour ne montrer que lui. Alors forcément le 4.2.2 est encore réservé à certains mobiles, notamment qui sont extrêmement bien contrôlés par Google, et pour les autres constructeurs, donc pour le commun des mortels des constructeurs, si je peux me permettre de le dire comme ça, donc pour le reste des constructeurs mondiaux, finalement, on est toujours sur du 4.1 quelque chose. Et là, pour le coup, on est sur du 4.1.1, donc c'est, selon moi, on peut le dire pour simplifier la chose, la dernière version grand public, absolument aucun problème là-dessus. Et c'est d'ailleurs un OS qui marche très très bien. Donc c'est selon moi d'ailleurs l'un des deux meilleurs systèmes d'exploitation du moment, avec iOS, donc d'Apple.
historiquement, je mettais toujours Windows Phone 8 comme étant l'un des 3 meilleurs. Là, pour le coup, vous aurez remarqué que je ne dis que l'un des 2 meilleurs. Tout simplement parce que Windows Phone 8, même si j'apprécie beaucoup ce système d'exploitation, est complètement déclassé pour moi aujourd'hui par son manque de jeux et d'applications. Voilà. Alors en application, c'est pas très grave, Windows Phone 8 a toutes les applications qu'il faut, mais en termes de jeu, c'est une catastrophe. Et pour le coup, là, on est sur un Android donc 4.1.1 pour revenir là-dessus, qui a un Play Store, donc le fameux espace de téléchargement légal de Google, le contenu légal de Google, bien qui permet d'accéder à un nombre assez considérable de jeux. Donc un très gros catalogue en jeu, un très gros catalogue en application, et qui en plus vous permet de télécharger des musiques, des livres et des films. Donc on est sur quelque chose qui voilà, est très dense, on a beaucoup de contenu, donc on peut personnaliser à loisir sur mobile, on peut ajouter de la musique à loisir, mais bien évidemment vous vous en rendez compte, la plupart du temps c'est payant. Les offres, donc les offers chez Google sont très très rares, au contraire d'iOS, donc c'est là aussi la grosse différence. Apple, sur son iOS, a souvent des jeux gratuits, même des très bons jeux, souvent des titres musicaux, parfois des films. Là, pour le coup, sur Android, on a très très rarement du cadeau. On a généralement besoin de sortir sa carte bleue pour accéder à des jeux sympathiques, tels ceux que je vais vous montrer d'ici quelques instants, qui sont notamment Wild Blood, ou encore, si mes souvenirs sont bons, Contre-jour, voilà, qui est un jeu 2D. Wild Blood étant un jeu 3D. Donc ça, c'était pour vous montrer effectivement Android 4.1.1. Sachant que, donc, comme je vous l'ai évoqué, Acer a un peu travaillé sur cet Android, mais très très peu. Hein. Donc on a un peu de tuning esthétique, c'est-à-dire que les icônes sont un peu retravaillées en design. Ok, très bien. On a quelques fonctionnalités de base. On a notamment, alors je vais me permettre de faire le listing des fonctionnalités de base qui sont les plus significatives. On a un float color, donc qui est la fameuse petite pop-up que je vous ai montré tout à l'heure pendant l'appel. On a notamment mon style, qui permet voilà, d'accéder plus rapidement à ses écrans de verrouillage, à son écran d'accueil, à personnaliser tout ça. Bon, ok. On a un lecteur MP3 vidéo photo qui sont spécifiques, qui ont été retravaillés, puisqu'on a les versions de base, donc qui sont les versions Play. Donc je me permets de vous les montrer. On a Play Film, Play Livre et Play Music, par exemple, qui sont les lecteurs de base accordés donc, par Google. Mais on a aussi musique, photo, etc., qui sont elles des applications fournies par Acer, qui n'apportent pas grand chose, honnêtement. Selon moi, ce sont des lecteurs qui sont plus qu'inutiles. Ils ne vous permettent qu'une seule chose, c'est d'accéder à Acer Cloud, donc c'est l'espace de stockage en ligne de Acer. Honnêtement, franchement, Acer ne les aurait pas mis, ça ne nous aurait pas changé la vie. Bon, c'est un petit peu de fonctionnalité en plus, mais ça n'apporte rien. Autre fonctionnalité de plus qui n'apporte strictement rien, c'est le HD Channel, qui permet simplement d'accéder aux vidéos YouTube en HD. Encore une fois de plus, ça n'apporte rien, sachant que votre téléphone, je le répète, n'est pas doté d'un écran HD. Donc pour moi, voilà, on a 4 applications qui sont fournies dans le téléphone qui ne servent à rien. Rien du tout. Par contre, on a des petites applications qui sont sympas, et on a notamment l'application donc, que je vais vous montrer, qui s'appelle, juste le temps pour moi de la retrouver, qui s'appelle Polaris Office 4.0. Donc qui est en fait ni plus ni moins qu'un éditeur, lecteur de documents Word, Excel, PowerPoint. Donc voilà, c'est une petite suite Office pour mobile. Donc ça, pour le coup, effectivement, c'est utile. Et là-dessus, on ne peut que remercier Acer pour l'ajout de ce fameux Polaris Office 4.0. Mais pour le reste, finalement, franchement, les autres applications sont inutiles, mis à part le float color. Pour le reste, vraiment, c'est quasi du Android de base. Et puis finalement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'on a quelque chose qui tourne bien. On a quelque chose qui fonctionne bien parce qu'on n'a pas une abondance d'effets spéciaux. On n'a pas une surabondance d'applications qui viendraient vous manger finalement de la RAM pour rien. Donc effectivement, voilà, on est sur un bon OS, à peine surcouché. Et c'est tant mieux. Alors maintenant pour parler jeu, alors je vous l'ai évoqué, on va lancer un petit Wild Blood. Alors Wild Blood, ça me permet aussi de vous montrer les performances même du mobile, vous montrer qu'effectivement ce mobile est capable de faire fonctionner un jeu 3D sans problème. Alors comme d'habitude, Wild Blood nécessite un petit peu de chargement. Alors ça c'est tout téléphone confondu, c'est un peu comme Asphalt 7. Il y a un peu de panneau de loading avant d'arriver au jeu, bon, tout le temps. N'hésitez pas, encore une fois de plus, je me permets de faire cette parenthèse, d'accélérer dans la vidéo avec cette petite barre YouTube qui vous permet donc d'accéder à quelques secondes de plus. Pour moi, passez 30 secondes de plus, hein. Allez-y, hein. Le temps que ça se charge, hein. Voire même une minute. Un problème qui est vraiment rencontré par tous les téléphones que j'ai l'occasion de tester. Voilà. Donc Wild Blood, inutile de vous répéter un petit peu ce que c'est comme jeu, enfin si je veux me permettre, vous jouez Lancelot,
Vous jouez Lancelot, Lancelot arrive à Avalon après avoir fait une quête. Avalon est complètement détruit parce que tout simplement en fait Arthur a demandé à Morgane en gros d'ouvrir des portes dans l'enfer. Et bon, tout ça pour vous dire effectivement qu'il y a une horde de démons qui viennent sur Avalon et que vous Lancelot, ce brave chevalier Lancelot, revient pour tataner du démon et foutre des grands coups d'épée de partout. Bon, en gros, je vous simplifie un peu l'histoire. Le jeu est un jeu 3D très sympathique, de beaux graphismes. Ça tape, donc c'est un vrai jeu défoulant et on est sur quelque chose qui ici rend pas trop mal. Alors l'écran n'est qu'un écran de 4,5 pouces, je le rappelle, donc en général ce jeu est encore plus sympathique sur des tablettes, voilà, mais bon, tout ça pour vous dire, alors j'essaie de jongler avec les reflets pour qu'on ait une bonne qualité d'image, voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement c'est un joli jeu et ça passe très très bien sur ce téléphone. Alors, comme je vous l'évoquais, des hordes de démons qui sont à tataner. Bon, bah, vous avez votre épée et vous tatanez des démons. C'est pas très compliqué dans l'absolu, il n'y a pas beaucoup de réflexion, et c'est tant mieux pour ce genre de jeu, c'est l'objectif, avoir un jeu qui défoule. Ça c'était Wild Blood. Alors qu'est-ce que l'on a d'autre? On a aussi Contre-jour. Alors Contre-jour, c'est un petit jeu, lui pour le coup, qui est un jeu 2D. Alors vous imaginez bien que si je suis capable de lancer Wild Blood, qui est un jeu qui fonctionne sur Unreal Engine sur ce mobile, bah, je suis forcément capable de lancer un petit Contre-jour, qui a été développé par le studio Shingo. Bon, c'est un petit jeu 2D qui vous fait travailler avec l'accéléromètre, j'allais dire, pas du tout, avec le tactile. C'est plutôt mignonné. Toujours des panneaux de loading. Voilà. Petite musique, alors pour le coup c'est pas mal d'avoir ce fameux son. Donc là je suis en train de jongler avec l'accéléromètre et voilà, effectivement je dois pousser mon bonhomme, collecter tous ces points bleus et arriver à la grande lumière bleue pour réussir à passer au stage prochain. Voilà, donc l'objectif c'est ça, c'est un peu du type puzzle, réflexion, c'est du jeu à la Angry Birds finalement. Peut-être moins violent qu'Angry Birds, quoique Angry Birds n'est pas spécialement un jeu violent, mais voilà, plus mignonné en termes de graphisme. Voilà. Typiquement le jeu vous pourriez très bien donner à un enfant de 5 ou 6 ans parce qu'il n'y a pas non plus, mis à part le gris, le dégradé de gris, c'est pas sombre, ça fait pas peur quoi, c'est pas un jeu bourrin. Voilà, donc ça c'était effectivement pour vous montrer qu'en jeu 2D et en jeu 3D, on fait tout fonctionner. En termes d'application, forcément si un jeu 3D tourne, vous pouvez lancer tout ce que vous voulez, que ce soit des applications légères, voire même des applications bureautiques ou des logiciels de navigation, tout fonctionne. Alors, ça c'était pour effectivement le système d'exploitation, la surcouche des applications. Maintenant l'usage, c'est un petit peu la manière de clore cette partie qui est la deuxième partie software. Alors l'usage de ce téléphone est assez particulier. Si ce téléphone avait été qu'un simple SIM, une seule SIM, je vous aurais dit à mon avis que c'était un téléphone destiné aux particuliers. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'Acer a misé sur la qualité d'écran, même s'il ne s'agit que d'un QHD. On voit qu'Acer a misé notamment sur le son, avec ce son Dolby. Voilà. Donc effectivement, si ça n'avait été qu'un simple SIM, j'aurais dit oui, c'est un mobile destiné aux particuliers. Le fait par contre qu'il soit double SIM me permet de vous dire que c'est un téléphone qui peut très bien convenir à un professionnel ou à un particulier, parce que vous allez pouvoir placer vos deux cartes SIM dedans, celle de votre numéro perso et celle de votre numéro pro, et gérer vos devis comme ça avec un seul mobile, en évitant justement d'avoir deux téléphones dans la poche, ce qui est gage justement de gain de place. Voilà. Donc vous allez gagner de la place, vous allez gagner de l'encombrement. C'est toujours sympathique d'avoir un seul téléphone plutôt que deux pour gérer deux lignes téléphoniques. Donc oui, c'est un téléphone qui selon moi correspond aux deux usages, professionnel, personnel. Personnel, naturellement, parce que vous avez des jeux, naturellement, parce que vous pouvez écouter de la musique, naturellement, parce que vous pouvez vous voir de la vidéo, mais professionnel aussi, parce que vous pouvez checker vos emails, regarder du Chrome, donc avoir de l'information sur Internet. Voilà, là par exemple j'accède à au fameux navigateur Chrome et donc à la page de Top 4 Phone, à la Home. Donc voilà, vous pourriez très bien naviguer là-dessus, et en termes de navigation, on n'a absolument aucun problème. Donc oui, c'est un téléphone qui correspond à un usage personnel et un usage professionnel. À la base, j'aurais dit personnel, mais effectivement, le double SIM me permet de vous dire que c'est un téléphone qui peut très bien convenir à vos doubles vies, à votre double vie, perso et pro. Donc ça c'était pour l'usage. Petite parenthèse supplémentaire maintenant en termes d'usage, c'est le capteur photo. Alors le capteur photo, c'est un 5 mégapixels, flash LED, fonction caméra HD, non pas Full HD, mais seulement HD, puisqu'il ne s'agit que d'une 720p. Ça marche très bien. Là-dessus, pas de problème. Ça permet de prendre des photos, on va dire, correctes, je vais dire passables, je vais dire des pannes.
voilà, de photos basiques. En gros, pour vous donner une idée de la qualité de la photo, elle n'est pas mauvaise, elle est passable, sauf qu'elle a une tendance à être, les photos donc ont une tendance à être surexposées. On a vraiment une balance des blancs qui, dans les réglages de base, ont tendance à mettre beaucoup de lumière sur la photo. Donc elle devient très très lumineuse, quasi blanche. On a vraiment cette impression de halo blanc qui vient se calquer sur la photo. Donc ça c'est lié à la balance des blancs. Bon, après il s'agit d'un capteur 5 mégapixels. Aujourd'hui 5 mégapixels c'est suffisant pour imprimer une photo. Si vous aviez envie de l'imprimer, même en 20 par 30, ça marche totalement. Là-dessus il n'y a pas de souci. Enfin, est-ce que les gens impriment encore beaucoup de photos et surtout en taille poster? Ça, je ne suis pas certain. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, eh bien, c'est largement suffisant pour faire fonctionner ce téléphone, enfin pour lui donner une bonne qualité d'image. Voilà, donc ça c'était effectivement le capteur photo. Maintenant les autres points avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo. L'autonomie et le DAS. Alors je vais commencer par le DAS parce que c'est un excellent point sur ce téléphone. Le DAS est faible, et vous le savez, le DAS c'est la capacité d'un téléphone à émettre des ondes. C'est ce que l'on appelle aussi, le DAS c'est l'acronyme de débit d'absorption spécifique. Donc en gros, plus le DAS est faible, moins vous avez un téléphone qui émet d'ondes, donc forcément moins vous avez un téléphone qui est potentiellement dangereux pour votre santé. Alors j'insiste ça sur le potentiellement dangereux, puisqu'on n'a jamais eu d'études véritablement sûres à ce niveau-là quant au danger que pouvait représenter un téléphone sur sa capacité d'onde, d'émission d'onde, et on ne sait même pas à partir de quel tôt ça devient véritablement dangereux si ça devait être dangereux. Donc c'est beaucoup de on peut peut-être, beaucoup de spéculation, mais pour le moment le principe de précaution veut qu'on fasse attention au DAS. Et donc le DAS de ce téléphone est bas puisqu'on a un score de 0,54 watts par kilo, ce qui est très bon finalement pour l'entrée de gamme, moyen de gamme. Certes aujourd'hui on a des téléphones qui arrivent à 0,3, 0,4, sachant que la norme légale maximum à ne pas dépasser en Europe est un très confortable 2 watts par kilo, ce que les constructeurs d'ailleurs n'atteignent plus aujourd'hui puisqu'ils sont en général en maximum entre 1 et 1,1. Voilà, à 0,54 vous avez un bon DAS, donc c'était vraiment un bon point. Autre chose maintenant, c'est la batterie. La batterie est une batterie de 1760 mAh que je vous ai montré à l'arrière de mobile tout à l'heure en retirant le cache batterie. C'est une batterie qui tient une journée, on va dire, une bonne journée. Alors pour tout vous dire, en fait, vous l'aurez peut-être remarqué, là je viens d'avoir un message d'alerte qui me disait que la batterie était faible. 15% de batterie, c'est ce qui est resté il y a quelques secondes. Il faut savoir qu'au lancement du test, la batterie était chargée à 31%. Donc en gros, en 45 minutes de test, avec un écran constamment illuminé, constamment allumé, avec un petit peu de jeu, un petit peu de test, voilà, mais sans forcer non plus à l'excès, on a bouffé 15 à 16% de batterie. Voilà, donc ce qui me laisse effectivement présager, et ce qui me laisse vous dire encore une fois de plus, que ce téléphone, si on a un usage normal, c'est-à-dire quelques appels, quelques SMS, un peu de web, une demi-heure de jeu, tiendra parfaitement une journée en charge, peut-être une journée et demie. Voilà. Donc on a un téléphone qui correspond au standard habituel, avec sa fameuse journée de charge d'autonomie. Voilà, c'est le grand classique aujourd'hui sur un smartphone. Voilà, donc ça c'était les deux derniers points avant d'arriver justement à la conclusion. Alors la conclusion finalement, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone? Alors on l'a vu, pas mal de bons points, un seul point négatif jusqu'à maintenant qui est, et je tacle vraiment là-dessus, cette incapacité qu'a le téléphone à stocker notamment des applications et des jeux sur sa mémoire micro SD, mais sur la vraie mémoire micro SD, c'est-à-dire celle que vous allez ajouter avec une vraie petite carte. Donc ça c'est pour moi le gros défaut de ce téléphone. Pour le reste, alors je vais insister sur tous les autres points qui sont tous des bons points. On a un écran qui reste de bonne qualité, malgré la résolution QHD, donc qui n'est pas HD mais qui est un Quarter HD. Bon, on a un écran qui est de bonne qualité, un tactile qui marche très bien. On a donc un son qui est de bonne qualité, un double haut-parleur à l'arrière justement que je vous évoquais tout à l'heure avec un DTS, une option DTS qui sont de bonne qualité. Voilà, c'est un bon petit plus, ça n'est pas du son de Shanifi mais c'est pas mal. On a des performances qui sont tout à fait celles d'un moyen de gamme, là-dessus rien à redire, sauf que effectivement tout au long de l'année 2013 on va avoir des moyens de gamme de plus en plus puissants qui vont sans doute donner l'impression à ce téléphone, au propriétaire de ce téléphone, que le téléphone est un peu peut-être à la ramasse. Bon, ça c'est ce qui va se produire dans l'année 2013 et probablement dans l'année 2014. Bon, enfin en attendant ça reste un très bon mobile. En termes de connectivité, on est sur du très bon, surtout qu'en plus on a un téléphone ici qui est dans sa version duo, donc qui est un double SIM, avec une option de gestion des deux cartes SIM qui est très bonne puisque c'est la version de base Android et qui marche parfaitement bien. On est sur un système d'exploitation qui a été à peine retravaillé par Acer, et tant mieux. Et pour tout vous dire, les quelques applications installées par Acer ne sont pas forcément utiles. Donc pour moi, on est sur un Android de base qui marche très bien et on n'a pas besoin de plus sur un moyen de gamme, entrée de gamme. On est sur un téléphone qui donc est destiné particulièrement aux particuliers, mais qui conviendra aussi à un usage professionnel.
Et enfin, on a un bon DAS et une autonomie tout à fait convenable. Voilà, donc tout ça pour vous faire un petit résumé, pour vous dire au final que oui, vous l'aurez remarqué, je suis assez élogieux sur ce téléphone parce que pour un téléphone de moins de 200 €, on est sur un résultat tout à fait convenable. On est sur un téléphone qui clairement va se mettre en frontal sur le marché français, notamment avec d'autres mobiles qui sont le Wiko ThinkPix, pour ne citer que lui, et puis je vais en citer un deuxième, le YouCall Phoenix. En fait, sur le marché des mobiles à moins de 200 € en Android et avec de bonnes performances, donc 200 € c'est un entrée de gamme mais avec des performances de moyenne gamme, on a trois mobiles que je viens de vous citer, le Acer Liquid E1, le Wiko ThinkPix et le YouCall Phoenix, et qui, tous les trois, présentent la particularité d'être des dual SIM. Donc on est vraiment voilà, sur des téléphones, tous les trois, qui sont sympathiques. Ma préférence maintenant, clairement, puisque j'ai testé les trois mobiles, va effectivement à ce Acer Liquid E1 pour sa qualité de fabrication, les matériaux utilisés, son esthétique un peu originale. En blanc, je le trouve plus sympathique qu'en noir. Donc voilà, c'est ces petites notes qui font que ce téléphone est plus sympathique à mon avis. La double sortie son, sympathique. Le capteur photo est par contre un peu moins bon que ces deux concurrents. Pardon. La surcouche graphique fonctionnelle apportée par Acer ne sert à rien, donc en gros on est au même niveau. Voilà, et donc finalement, ce qui peut donner l'impression que ce téléphone... en tout cas, voilà, je me perds un peu, mais ce qui me permet justement de dire que ce téléphone est meilleur que les deux autres, c'est tout simplement la marque et le niveau de fabrication, les matériaux utilisés. C'est vraiment ça qui me permet de dire que ce téléphone ressort par rapport aux deux autres, même si les deux autres sont sympathiques. Là, on a la marque Acer. Alors Acer, c'est pas une marque super valorisante en France, hein, c'est pas non plus du haut de gamme. On est sur une marque qui a, voilà, peut-être une petite cote de popularité, certes, mais qui n'a pas non plus un gros affect. La marque Acer n'a jamais été une marque haut de gamme. On n'a pas autant d'affect avec Acer que l'on peut en avoir avec Sony, que l'on peut en avoir avec Samsung, que l'on peut en avoir avec HTC. C'est une marque effectivement entrée de gamme, qui est toujours restée entrée de gamme, mais qui est une marque qui est, selon moi, un gage de qualité et surtout un gage de bon SAV, ce qui est effectivement le point faible, notamment de la marque Wiko, qui a eu beaucoup de problèmes de SAV en 2012 et qui continue vraisemblablement, selon les propos des lecteurs, à en avoir encore en 2013. Donc voilà, on est sur une marque, Acer, qui elle pour le coup connaît bien son métier, qui existe déjà depuis de longues années et qui forcément a un SAV qui est dimensionné pour gérer ses problèmes justement de retour. Voilà, donc c'est la force de Acer. La faiblesse, c'est son capteur photo qui est un peu moins bon, et là-dessus, rien à redire, mais c'est clairement moins bon que le Wiko ThinkPix, par exemple, le YouCall Phoenix, qui ont des capteurs 8 mégapixels et qui sont meilleurs. Voilà. Voilà, donc sinon, effectivement, pour le reste, selon moi, on est sur un mobile qui sort très très bien. S'il y a un point négatif sur ce mobile, je reviens là-dessus, c'est sa gestion de la carte SIM, de la carte micro SD, qui voilà, pose problème, puisque si vous avez beaucoup d'applications et de jeux, forcément vous allez sentir bien un blocage, puisque c'est le cas, vous avez un blocage. Donc pour le coup, le YouCall Phoenix et le Wiko ThinkPix, eux, ne sont pas concernés par ce problème-là. C'est peut-être ce qui peut vous faire pencher vers ces deux autres mobiles, puisque dans ces deux autres mobiles, vous pourrez télécharger beaucoup plus de jeux et les mettre en même temps sur ce téléphone qu'avec ce fameux Acer Liquid 1, dont j'espère vraiment rapidement qu'il aura sa mise à jour pour solutionner ce problème. Voilà, donc vous l'aurez compris, effectivement, oui, je recommande ce mobile sans aucune réserve, si ce n'est cette fameuse carte micro SD qui est un peu mal gérée malheureusement. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube, donc c'est la conclusion de la conclusion. Vidéo publiée sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait. Nous avons à date plus de 5600 abonnés à notre chaîne, nous espérons très vivement et très rapidement, grâce à vous, atteindre les 10 000. N'hésitez pas à partager la vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire savoir que Tough for Phone vous publie régulièrement des tests. On est presque à un test par jour en ce moment, hein, donc c'est pour vous dire qu'on a un rythme très soutenu. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le blog top-for-phone.fr, c'est une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de cette vidéo depuis le début, sur laquelle nous publions des articles de l'actualité, donc notamment de l'actualité sur les futurs mobiles. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre forum, et notamment la section quel téléphone choisir, qui nous permet de répondre à vos questions, qui permet de répondre à vos questions sur, comme son nom l'indique, le mobile à choisir au moment de votre achat, si vous avez plusieurs hésitations, et je ne doute pas qu'avec ce mobile, vous hésitiez maintenant, notamment avec celui-ci, et le Wiko ThinkPix, et le YouCall Phoenix, donc une fois de plus pour ne citer que. Voilà, et n'hésitez pas également, et c'est le mot de la fin, promis, sur une vidéo qui dure plus de 50 minutes, n'hésitez pas à passer sur notre Facebook et notre Twitter. Ce sont deux comptes que l'on utilise notamment pour vous donner des flash news sur la baisse d'un prix, des flash news sur l'arrivée d'un mobile au sein d'un opérateur, des petits flash news qui, comme vous le savez, Twitter permet de faire des flashs en 140 caractères, ne justifie pas un billet en entier sur le blog, mais voilà, en 140 caractères, on peut
très rapidement vous donner de l'information. Notamment Facebook nous sert aussi à vous donner de l'information sur le prochain test et à vous dire quels sont les prochains mobiles que nous allons tester. Bah voilà, n'hésitez pas tout simplement à nous rejoindre sur notre Facebook, à publier aussi sur notre mur puisque le mur est ouvert et à nous rejoindre sur notre Twitter. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.